Où et quand pouvons-nous parler des films? La plupart du temps, les discussions ont lieu dans les cinémas ou les festivals une fois que le film terminé a été montré. Mais cette fois, c'est un peu différent. Lara Perren, Giuseppe Di Salvatore et Ruth Bettig de Film Explorer ont rendu visite à un film d'animation très attendu, encore en cours de création. Bonjour Clémence Poon, nous sommes très heureux de venir ici dans la zone industrielle de Martigny pour découvrir le making-of, le travail artisanal de tournage du dernier film de Claude Barras, Sauvage. Commençons peut-être pour te connaître, savoir dans le système de production qui est assez complexe de ce film, quel est ton rôle spécifique? Sur Sauvage, je suis assistante réalisation. Mon travail consiste principalement à m'occuper du planning de la production et de faire en sorte que tout roule un peu simplement. Donc que dès que les choses sont prêtes, ça puisse enchaîner sur la suite, de faire en sorte aussi que les idées de Claude, ses intentions de réalisation soient respectées. Et puis ouais, vraiment la gestion du timing et puis de comment les choses s'enchaînent pour essayer d'être le plus efficace possible. Sur ce projet, on a à peu près 7 mois de tournage. Ça a commencé tout début mars et ça finit toute fin septembre, avec une équipe en ce moment d'une quarantaine de personnes, mais on a commencé en plus petite équipe et ça a augmenté petit à petit le temps qu'on se rôde et de gagner en efficacité. Mais je crois que Claude travaille sur le projet depuis 2017, sauf erreur. Et donc il y a eu tout le temps pour développer l'idée, écrire le scénario, tout ça. Et puis on est entré dans la phase de production à peu près à l'été dernier, été 2022, avec la fabrication des décors et ensuite en parallèle la fabrication des marionnettes. Et ça a pris à peu près 9 mois de fabrication avant de commencer le tournage en mars. La journée type, pour moi, c'est arriver le matin, on a une réunion à 8h55 avec tous les chefs de département, donc le chef opérateur, la chef déco, chef rigging, Claude, la première assistante réalisation, j'oublie sûrement d'autres chefs, voilà, mais tous les chefs de département pour faire le point sur les objectifs de la journée, quelles sont les priorités, ce sur quoi il faut se focaliser, et voilà, on a un peu fait un aperçu de ce qui va se passer dans la journée. Donc ça prend 5-10 minutes, et ensuite comme ça, dès que tout le reste de l'équipe arrive et est prêt à se mettre en place, les chefs de département savent déjà vers quoi se diriger. Et ensuite, le reste de la journée, c'est arpenter les couloirs. On a 16 plateaux dans le studio, donc arpenter les couloirs et voir ce qui avance. On a tous des talkies, donc répondre aux sollicitations des gens, appeler les personnes pour qu'elles viennent intervenir au bon moment, répondre aux questions. Et c'est vraiment beaucoup de marches à travers les studios. Et puis en fin de journée, c'est plutôt Dorine, la première assistante réelle, qui s'en occupe. Elle fait le point avec tous les animateurs et les animatrices pour voir est-ce qu'ils ont fini leur plan, quand est-ce qu'ils auront fini, et prévoir la journée du lendemain. Et elle fait une feuille de service, une call sheet, du coup en fin de journée vers 18h, pour préparer la journée du lendemain, et pour qu'à la réunion de 8h55 du lendemain, on ait déjà un peu les informations en tête, et puis qu'on puisse lancer la nouvelle journée. On travaille avec des éléments physiques, les marionnettes, c'est des objets. Combien d'imprévus il y a dans un travail de tournage de ce type? Moi, je l'imagine comme un grand système à horlogerie où tout doit marcher aussi dans des temps très précis. Combien le fait de travailler avec des objets physiques peut apporter des imprévus ou s'adapter, obliger à s'adapter jour par jour? C'est vrai que c'est un des challenges de la stop motion, c'est le fait de travailler avec des vraies marionnettes et des vrais décors, à la différence de l'animation en 2D qui se fait sur un ordinateur. Une des choses qu'il faut gérer, essayer de prévoir le plus possible, même si évidemment on ne peut jamais prévoir précisément les problèmes qui vont arriver, mais il y a de la casse, ce qui n'arrive pas avec un comédien ou une comédienne humaine. Les bras, par exemple, des marionnettes sont très fragiles, donc peuvent être amenés assez régulièrement à casser simplement, ou bien à se désolidariser du corps. Enfin, on sait que ça va arriver, donc il y a des bras de remplacement qui sont prévus, mais quand ça arrive en plein milieu d'un plan, il faut tout de suite réagir et puis appeler les personnes de l'hôpital des marionnettes, ça s'appelle, pour leur demander de venir faire la réparation. Ce qu'il faut un peu plus gérer sur la longueur, c'est ce qu'on voit, ce qui est physiquement visible, donc le silicone et la mousse de latex qui sont la matière dont sont recouvertes les armatures, où il y a beaucoup de retouches, de peinture à faire, de choses comme ça, parce que ça s'use effectivement avec le temps, le silicone peut se déchirer.
Tout ce qui tourne autour des marionnettes, effectivement, ça fait partie des problématiques qu'on rencontre tous les jours. Un truc qui est assez spécifique à la stop motion, qui n'y a pas trop en cinéma en prise de vue réelle, c'est la question des shifts lumière. La plupart des plans s'étalent sur plusieurs jours, parce que les animateurs et les animatrices font quelques secondes d'animation par jour. Entre le soir à 18h ou le matin à 8h30, quand les premières personnes viennent ouvrir le plateau, il y a des grosses différences de température, et puis d'humidité et tout ça, et donc ça fait que les décors bougent beaucoup, en fait. S'il fait chaud, le bois se dilate. En fait, tous les matins, les premiers qui arrivent vers 8h et essayent de corriger ces chiffres lumière pour qu'on ne voit pas la différence dans les décors entre ce qui était tourné la veille et ce qui est tourné le lendemain matin. Concrètement, les marionnettes, combien de mécanisation il y a? C'est-à-dire combien les marionnettes peuvent bouger, combien il faut les bouger de l'extérieur, disons comme ça. C'est-à-dire combien c'était prévu à l'avance par rapport aussi à l'idée d'un tournage condensé, le plus condensé possible. Quelle influence a eu cette pensée du temps finalement sur la construction des marionnettes? Tous les mouvements possibles des marionnettes sont prévus. J'imagine que théoriquement, on pourrait presque leur faire n'importe quoi. Et l'objectif des personnes qui construisent les armatures et les marionnettes, c'est presque plutôt de rajouter de la contrainte. Donc comme un bras humain au niveau du coude, où on ne peut pas le plier plus qu'à 180 degrés. Sur la marionnette, il faut rajouter cette contrainte et empêcher qu'elle puisse faire des mouvements qui soient non humains. Donc se rapprocher le plus possible d'un squelette humain, en fait. Donc je pense que la liberté au départ, elle est totale, et les équipes rajoutent de la contrainte pour se rapprocher d'un squelette humain, ou animal d'ailleurs. En stop motion, on ne filme pas, en fait, on prend des photos. Et ce qui recrée le mouvement, c'est toutes ces images prises à la suite, qui sont mises dans le bon de montage. Par essence, c'est statique, et c'est le travail des animateurs et des animatrices que de recréer ce mouvement en bougeant lentement les marionnettes, les véhicules, les animaux, enfin tout ça. Ils le bougent un tout petit peu, ils prennent une image, ils bougent encore un tout petit peu, ils prennent une nouvelle image. Donc c'est un travail assez long et laborieux, mais qui, à la fin, recrée une impression de mouvement. Il n'y a aucune mécanisation ou robotisation, c'est vraiment pour le visage, par exemple, c'est de l'animation de remplacement. Les yeux sont tout ronds, il n'y a pas de paupières ou de sourcils et tout. Et puis en fait, c'est des zones qui sont aimantées. Donc les animateurs et les animatrices mettent des paupières, et quand le personnage cligne des yeux, ils vont changer une paupière pour une autre, puis une paupière pour une autre, et donc décomposer le mouvement de la paupière en peut-être 3 pour faire complètement ouvert, demi-fermé, complètement fermé. Donc c'est vraiment que du remplacement d'éléments. Pareil pour les sourcils qui bougent, pour les bouches, quand les personnages parlent. Pour les marionnettes principales, il y a une vingtaine de phases différentes de bouche pour montrer les différents sons à représenter. Donc ouais, c'est vraiment que du remplacement et jamais de mouvement intrinsèque à la marionnette, disons. Nous sommes dans une époque de plus en plus digitale, nous sommes dans une époque où il y a de plus de possibilités. Pour toi, en tant que productrice, personne qui travaille dans l'animation, qu'est-ce que ça motive de se confier à 100% à un travail analogue ou physique? Est-ce que c'est parce que ça permet de faire des choses que encore la digitalisation ne pourrait pas laisser faire? Est-ce que c'est pour une qualité esthétique? Est-ce que c'est parti pris idéologique? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet amour pour la dimension physique analogue? Personnellement, ce qui me plaît beaucoup dans l'animation et puis plus particulièrement la stop-mo, c'est le côté vraiment artisanal où il y a plein de corps de métiers différents qui sont rassemblés ensemble autour d'un objectif commun qui est faire un film. Et puis sans tous ces corps de métiers vraiment très différents les uns des autres, je veux dire des gens qui travaillent le bois, des gens qui travaillent, enfin vraiment plein de choses très différentes, sans ce moment où on est tous rassemblés au même endroit en même temps, il n'y aurait pas de film. Et c'est ce que je trouve vraiment super dans la stop-mo, je crois, c'est ce côté artisanal et puis de plein de gens qui travaillent ensemble, de plein de milieux différents, mais vers un objectif commun. Plus particulièrement par rapport aux questions actuelles, je trouve assez intéressant de travailler dans un secteur qui au moins a le mérite de ne pas être nuisible, disons, pour la planète. Je pense qu'on est assez... évidemment, il y a de la consommation, du matériel utilisé, mais au moins on n'est pas nuisible. À défaut, peut-être... il y a toujours l'image idéale de l'art qui va servir un propos ou aider les gens ou je sais pas quoi. En tout cas, même si le message n'est pas passé, au moins on n'a pas nui.
ce qui est déjà, je crois, une bonne chose à l'heure actuelle. Et puis par rapport à la digitalisation, il y a une partie de nos métiers qui sont pour l'instant assez difficilement remplaçables par quelque chose de non humain. Mais on en bénéficie aussi, évidemment, tout ce qui est l'informatique, ça simplifie nettement les processus de travail. Pour la fabrication des marionnettes, par exemple, toutes les marionnettes sont sculptées dans à peu près une sorte de pâte à modeler à l'origine, mais ensuite c'est scanné, puis modélisé en 3D, puis imprimé en 3D, en impression 3D pour les crânes, par exemple, pour une partie des pièces. Pour toute la préparation des décors, il y a eu un assez important travail de modélisation en 3D, juste pour pouvoir calculer la taille des éléments par rapport aux autres. Quasiment toute l'histoire se passe dans une jungle, donc avec des proportions qui sont très très différentes. Ça va aller de la petite fleur, du brin d'herbe à un arbre qui fait des dizaines de mètres de haut. La modélisation 3D, là, par exemple, aide beaucoup à pouvoir visualiser les espaces pour construire analogiquement, du coup, quelque chose qui soit plus maîtrisé. Je crois qu'en fait, ça rajoute un peu de maîtrise à tout ça. Et donc ça, c'est des choses de nouvelles technologies qui nous bénéficient directement et qui simplifient le processus de travail, qui permettent parfois d'abaisser les coûts, de rendre les choses un peu plus régulières. Nous sommes justement dans la zone industrielle de Martigny, c'est un grand espace. Est-ce que le choix de l'espace, j'imagine, était avant le choix de quelle taille font les marionnettes? La question de la taille des marionnettes, c'est un point assez intéressant parce qu'effectivement, plus les marionnettes sont grandes, plus les décors sont grands, plus on a besoin d'avoir un studio grand. Mais si les marionnettes sont très petites, ça rend le travail des animateurs et des animatrices très difficile. Donc il faut trouver la taille optimale des marionnettes et des décors par rapport au confort des gens qui vont les animer et aussi par rapport à la question très pragmatique de l'espace qu'on a à disposition. Et donc là, on a trouvé une taille un peu intermédiaire, mais qui s'est faite principalement pour des questions d'animation, parce qu'un des personnages principaux, c'est un bébé singe. Et donc, ils l'ont fait le plus petit possible pour qu'il soit animable, et ensuite tout est venu en fonction. L'autre personnage principal, c'est un enfant, donc il a une certaine taille, et puis ensuite les adultes et tout ça. Dans la temporalité, je crois que tout ça s'est fait un peu en parallèle, mais par chance, effectivement, on a un studio qui est assez grand. Largement, on a pas mal de place, en fait, pour mettre une forêt vierge de milliers d'hectares à l'intérieur. J'imagine qu'on tourne sur plusieurs scènes en même temps. Comment on doit imaginer l'organisation du temps par rapport aux différentes scènes Ouais, dans l'animation, effectivement, tout est écrit, il y a même plus... Enfin, on utilise un outil qui s'appelle l'animatique, qui est comme un storyboard, mais monté, qui permet effectivement de timer précisément et du coup de pouvoir estimer le temps d'animation dont on a besoin dans chaque décor. Évidemment, une fois que le tournage a commencé, il y a encore des petites légères modifications sur l'animatique, mais quand même le gros du travail est fait à ce moment-là. Et donc là, vu qu'on est à 16 plateaux, il y a effectivement pas 16 mais 10 plateaux qui tournent en parallèle. Les 6 plateaux restants sont en installation pour ce qui vient après, mais du coup, voilà, ça tourne beaucoup en même temps. Et c'est effectivement pas chronologique. On essaye, pour le confort des personnes qui animent, de rester un maximum dans la chronologie, mais en fait, c'est assez difficile. Et donc, on optimise plutôt par rapport au temps d'installation entre chaque plan et on essaie de rassembler par temps d'installation. Donc, souvent, c'est quand même, on reste sur une même séquence pendant tout le temps, mais on ne tourne pas la séquence dans l'ordre. Donc l'habitude, c'est d'abord de tourner les plans larges, puis petit à petit, on se rapproche et de finir par les gros plans, parce que les plans larges permettent de régler la lumière générale. On les tourne, et ensuite, sur les gros plans, on sait déjà l'intention de base qui avait été fixée par les plans larges. Et un des gros travaux de l'assistant à réalisation, c'est justement d'évaluer le temps nécessaire pour tourner chaque séquence dans chaque décor, puis d'essayer de mettre tout ça harmonieusement sur les 16 plateaux à disposition. Par exemple, une des décisions qu'avait prise Dorine, la première assistante, sur Sauvage, c'était de doubler une partie des décors. Il y a un des décors où il se passe vraiment énormément de choses, et donc en fait, il y a 2 fois le même décor sur le plateau. Sur 2 plateaux séparés, mais donc... parce que c'est des séquences différentes. Il y a des décors qui sont divisés en 2 aussi, donc on fait le chant et le contre-champ sur 2 plateaux différents. Et c'est tout ce petit calcul-là, et puis cette mise bout à bout de tous ces plans ensuite qui font qu'on essaye de faire en sorte que ça tienne sur les 7 mois qu'on a à disposition. Je crois que pour moi, le défi majeur, en tout cas en arrivant sur ce tournage, c'était le fait d'être sur un énorme projet,
À l'échelle européenne, c'est un très gros projet. Et à l'échelle suisse, encore plus. C'est un immense projet, comme il y en a un tous les 10 ans au mieux. En animation. Et donc c'était d'arriver sur cet énorme projet avec une équipe que je savais très qualifiée et tout à fait internationale, de me dire que j'allais arriver là avec mon expérience qui est ce qu'elle est. Donc ça fait 4 ans que je travaille dans l'animation, donc c'est pas rien du tout, mais c'est rien comparé à ce qu'ont fait d'autres personnes de l'équipe. Et c'était de me dire que j'allais être un maillon un peu de cette chaîne et de voir justement faire en sorte que toutes ces personnes qui ont beaucoup d'expérience se sentent aussi contents, épanouis dans leur travail. Je crois que c'était ça pour moi le plus gros défi. Ce type de travail est un travail collectif. Est-ce que aussi d'un point de vue de créativité, c'est un travail collectif? C'est-à-dire, c'est quoi la marge de créativité que chacun dans la grande chaîne de construction et de montage de ce film a? Ou est-ce que voilà, tout est réglé de façon verticale? Finalement, c'est Claude qui décide et tout ça. La question de la répartition de la créativité, c'est un point je pense, qui change beaucoup en fonction des projets. Et puis sur Sauvage, Claude laisse beaucoup de place en fait dans la création aux différentes personnes. Par exemple, un fait tout simple, mais les décors ont été construits en Bretagne et Claude est allé une fois ou l'autre en Bretagne, mais il pouvait pas suivre ça de près. Il a lancé les idées, fait des dessins, des croquis, il était souvent au téléphone, sur Zoom avec l'équipe, mais il a aussi fait toute confiance au chef décorateur qui avait été choisi là-bas pour réinterpréter parce que c'est effectivement un travail collectif, collaboratif, mais on sait que chacun et chacune a un savoir-faire qui lui est propre et que, en fait, probablement le chef déco aura une meilleure idée de son métier que Claude. Le fait d'être un peu humble et puis de savoir qu'il y a des gens qui sont mieux placés que soi pour décider de choses. Par exemple, en ce moment sur le tournage, Claude fait toute confiance, par exemple, au chef opérateur. Évidemment, il est là, il valide, mais avant le moment où Claude intervient et valide ou demande quelques changements, il y a un gros travail déjà qui est fait et qui laisse libre cours à la créativité, je crois, des personnes. Il fait assez confiance et ça, c'est chouette et assez appréciable pour tout le monde, je crois. Donc des grands projets comme celui-là, on a déjà vu d'après coup, le film sort et après on fait une expo par rapport au making-of. Est-ce qu'on commence un projet de ce type déjà en imaginant que tous ces sets, tous ces marionnettes, etc., pourraient être le sujet d'une exposition, le sujet d'un œuvre en soi? Parce que finalement, ce set, bon, on va le voir, mais on va le découvrir, c'est peut-être déjà en soi une œuvre d'art. Alors peut-être que Claude ou d'autres personnes ne seraient pas de mon avis, mais ce qu'on a actuellement, c'est vraiment très beau. En fait, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Mais je crois que c'est un outil avant tout pour arriver à une œuvre finale. Ensuite, on sait, surtout là, c'est un film qui est plutôt attendu, donc qu'il va sûrement y avoir une réutilisation de choses. La Cinémathèque qui avait pas mal organisé de choses autour de Ma vie de courgette, par exemple. Mais par rapport à la quantité de décors, par exemple, on sait qu'il y a aussi une bonne partie de tout ce qui a été construit qui va être détruit un jour après la fin du tournage. Donc on gardera c'est ce qu'ils font souvent, et on garde des sortes d'unités, donc un décor complet, par exemple la cuisine où il se passe beaucoup de choses avec une marionnette, les accessoires et tout. Mais il y a énormément de forêts. On sait qu'une bonne partie sera détruite, donc il faut que les choses soient belles, mais c'est pour servir un truc plus grand qui est le film en entier. En tout cas, je pense que du point de vue de la majorité de l'équipe, c'est plutôt un outil et un moment de transition vers un film fini. Sur Sauvage, il y a une pensée quand même derrière. C'est un film qui a du sens, qui a un message à faire passer. Et donc, pour le coup, je pense que la production a quand même pensé à, par exemple, des diffusions en école, à avoir une sorte d'espace de médiation culturelle autour du film, et je crois que ça ferait tout à fait sens avec ce sujet aussi. Et donc typiquement pour réutiliser une partie des décors, une partie des marionnettes, c'est des choses qui pourraient être super et qui vont probablement être faites. Et je pense maintenant, mais par exemple, ce sera pas à la fin du film, mais en ce moment, je disais qu'il y avait 16 plateaux. En fait, il y en a 17. Il y a un plateau qui est le plateau marketing, que Nicolas vous montrera, j'imagine, et qui est comme une sorte de petit plateau d'exhibition avec des marionnettes prototypes. En fait, c'est pas la génération qu'on utilise maintenant, c'est une qui a été fabriquée avant, des bouts de décor. Et du coup, ça permet à beaucoup de classes ou d'écoles, de groupes de personnes différentes de venir visiter
le studio et puis de pouvoir voir les choses un peu plus de l'intérieur que justement uniquement le film fini, de suivre un peu tout le processus de création. Et je crois que tout ce dispositif de médiation qu'il y a sur le tournage, c'était une chose qui était aussi importante pour Claude, dans la mesure où c'est en Valais, la région dont il est originaire, et puis qu'il y a une assez grosse attente pour ce film ici. Et donc en fait, toutes les écoles de Martigny, de Sion, toutes les écoles autour sont venues visiter, en gros, que ce soit des petits-enfants de 6-8 ans aux ados en école professionnelle. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus voir. Il y a eu des portes ouvertes aussi au grand public. Je crois qu'il y a 500 personnes qui sont venues en une journée. Donc il y a quand même une volonté d'événementialiser un petit peu le fait qu'il y ait un tournage de cette ampleur dans la région. Enfin, on parle pas mal du public suisse qui n'est pas forcément au cinéma en train de regarder les films suisses, et c'est par des dispositifs comme ceux-là où les gens se sentent un peu plus concernés, tout ça. Je pense que toutes ces visites, même si ça n'a peut-être pas été conçu pour ça, mais ça fait tout ça de spectateurs potentiels une fois que le film sera fini, parce qu'ils auront envie de voir le résultat de ce qu'ils ont pu visiter un peu plus tôt, et donc essayer d'impliquer le public, le grand public, à partir de assez tôt dans le processus de création, c'est très intelligent et très chouette pour tout le monde. C'était Clémence Poon, assistante réalisation sur le film Sauvage de Claude Barras, que nous nous réjouissons déjà de découvrir. Interview par Giuseppe Di Salvatore, Lara Perren et Ruth Pettic. Montage Morgan Franc, une production de Film Explorer.